Il regardait les photos encore et encore, incapable de croire ce qu'il voyait. Des colonnes interminables de chars lourds défilant sur la place rouge, des silhouettes massives écrasant le pavé sous leur poids, et toujours la même question dans les états-majors de l'OTAN. Combien sont-ils vraiment? Les analystes occidentaux parlaient de milliers, puis de dizaines de milliers. 8000 T-10. Un chiffre délirant, mais suffisamment crédible pour semer la panique. 50 tonnes d'acier chacune, prêtes à s'abattre comme un rouleau compresseur sur l'Europe si la Troisième Guerre mondiale éclatait. Dans les années où la guerre froide montait en puissance, la peur ne venait pas seulement des bombes atomiques. Elle roulait sur des chenilles. Elle avait une tourelle massive, un canon de 122 mm et une silhouette conçue pour avancer, quoi qu'il arrive. Le T-10 devint rapidement, dans l'imaginaire occidental, l'incarnation même de la menace soviétique. Un char que l'on disait capable de percer n'importe quelle défense, d'ouvrir la voie aux armées du pacte de Varsovie et d'écraser les positions de l'OTAN dès les premières heures d'un conflit global. Mais pour comprendre comment ce monstre est né, il faut revenir à la fin des années 40. L'Union soviétique sort victorieuse de la Seconde Guerre mondiale, mais son parc blindé vieillit à une vitesse alarmante. Les chars qui avaient brisé la Wehrmacht étaient désormais dépassés. Le monde changeait, les doctrines évoluaient, et le futur champ de bataille exigeait autre chose. Plus de protection, plus de puissance de feu, mais aussi une machine capable d'être produite en série, rapidement, sur plusieurs sites industriels. Les premiers projets furent extrêmes. Trop extrêmes. Le char lourd I-7, avec ses près de 70 tonnes, impressionnait sur le papier, mais se révélait impraticable pour les routes, les ponts et l'industrie soviétique. Trop lourd, trop complexe, trop coûteux. L'armée rouge avait besoin d'un compromis. Un char lourd moderne, mais maîtrisable. La limite fut fixée clairement, pas plus de 50 tonnes. C'est ainsi qu'apparut le projet de l'objet 730. Les ingénieurs décidèrent de ne pas repartir de zéro. Ils combinèrent des éléments éprouvés, des solutions mécaniques issues de l'IS-4, un schéma de protection inspiré de l'IS-3 et certaines idées ambitieuses héritées du malheureux I-7. Officiellement, le char reçut d'abord l'indice IS-5, mais très vite, le projet prit une dimension bien plus large. La direction des travaux fut confiée à Joseph Yakovlevitch Kotin, le grand architecte des chars lourds soviétiques, basé à Leningrad. Ce choix n'était pas anodin. Il fallait coordonner deux géants industriels, le Kirovski Zavod de Leningrad, riche en ingénieurs et en cerveaux, et celui de Tcheliabinsk, doté d'une puissance de production colossale. Pour renforcer l'équipe, plus de 40 spécialistes furent transférés depuis l'Institut de recherche blindée vers l'Oural. Le compte à rebours commençait. La cadence imposée était infernale. En avril 1949, le projet préliminaire était prêt. Un mois plus tard, une maquette grandeur nature fut présentée à une commission réunissant militaires et représentants de l'industrie. Les officiers inspectèrent chaque détail, s'installèrent à l'intérieur, évaluèrent l'ergonomie, l'accès au mécanisme, la place de l'équipage. Les critiques furent étonnamment limitées. Dès le mois de juin, les plans de production entraient dans les ateliers. Sur le papier, tout semblait parfait. Dans la réalité, la machine révélait rapidement son caractère. Les premiers prototypes furent assemblés avec retard. Les délais explosaient, la qualité n'était pas au rendez-vous, et surtout, la transmission se montrait capricieuse, refusant de fonctionner au moment le plus critique. Pourtant, le programme ne fut pas arrêté. Au contraire, les exigences furent durcies. L'hiver suivant transforma les essais en épreuves de survie. Par des températures glaciales, les premiers objets 730 furent poussés à bout. Les moteurs de 700 chevaux hurlaient dans le froid, les chenilles mordaient la neige, chaque composant était testé jusqu'à la rupture. Certaines parties résistèrent admirablement. D'autres révélèrent de graves faiblesses. Bruit excessif, fatigue de la suspension, difficultés de maintenance sur le terrain, la liste des problèmes s'allongeait, mais le projet avançait malgré tout. Car derrière chaque boulon, chaque plaque de blindage, se cachait une certitude. Ce char n'était pas un simple véhicule. Il était conçu pour une guerre qui n'avait pas encore commencé, mais que tout le monde redoutait.
Et pendant que les ingénieurs corrigeaient défaut après défaut, à l'ouest, les analystes continuaient de multiplier les chiffres, d'exagérer les volumes et de nourrir une peur qui allait faire du T-10 l'un des chars les plus redoutés de toute la guerre froide. Les essais d'usine n'étaient qu'un prélude. Très vite, le programme entra dans une phase bien plus impitoyable, celle où la théorie se heurtait aux exigences absolues de l'armée. À l'automne 1949, les premiers exemplaires de l'objet 730 furent officiellement engagés dans un cycle d'épreuves étendues, sous la surveillance constante des commissions militaires. Chaque kilomètre parcouru, chaque panne, chaque bruit suspect était consigné avec une précision obsessionnelle. L'hiver transforma ces essais en véritables supplices mécaniques. Sur les terrains d'essais gelés, les chars furent contraints de rouler pendant des heures, de franchir des obstacles artificiels, de grimper des pentes raides et de redémarrer après des nuits passées dans un froid extrême. Les moteurs 12 cylindres montraient une endurance remarquable, mais la mécanique périphérique révélait encore des failles. Les éléments de la suspension souffraient, certaines pièces s'usaient prématurément, et l'équipage se plaignait d'un espace de combat trop exigu pour des missions prolongées. Malgré ces difficultés, le projet ne fut jamais remis en cause. Au contraire, les ingénieurs reçurent l'ordre de corriger, renforcer et améliorer, sans ralentir le rythme. Au début de l'année suivante, 3 nouveaux prototypes sortirent des ateliers de Tcheliabinsk. Cette fois, les essais prirent une dimension géographique. Les mêmes machines furent testées dans des environnements radicalement opposés, afin de vérifier leur comportement dans toutes les conditions imaginables. Près de Leningrad, les chars évoluaient dans l'humidité glaciale du dégel printanier. La boue collait aux chenilles, les mécanismes étaient soumis à une corrosion accélérée, et chaque sortie mettait à l'épreuve l'étanchéité des systèmes. À des milliers de kilomètres de là, en Asie centrale, les mêmes engins roulaient sous un soleil écrasant. La poussière s'infiltrait partout. La température du blindage devenait telle qu'il était impossible de le toucher à main nue, et les équipages devaient composer avec une chaleur suffocante à l'intérieur de la caisse. Les conclusions furent nuancées. La commission reconnut la solidité générale du concept et le potentiel évident du char, mais refusa de valider entièrement les essais d'état. Trop de détails restaient à corriger. Une liste impressionnante de modifications fut dressée, touchant aussi bien l'ergonomie que la fiabilité à long terme. Pourtant, un événement allait profondément marquer les esprits et changer la perception de la machine. Sur le polygone de Kubinka, l'objet 730 fut soumis à un test que peu de chars pouvaient supporter. Son châssis et sa tourelle furent installés pour un tir réel, afin d'évaluer la résistance du blindage face aux armes les plus puissantes disponibles. Les projectiles de 122 mm frappèrent la caisse avec une violence extrême. D'autres tirs, issus de pièces de plus petit calibre, vinrent compléter l'épreuve. Les impacts laissèrent des traces profondes, mais la structure tint bon. Le verdict fut sans appel. La protection dépassait nettement celle de certains modèles précédents et confirmait que le char pouvait encaisser des coups destinés à le neutraliser sur le champ de bataille. Cette démonstration de solidité accéléra le processus décisionnel. Sans attendre la résolution de toutes les remarques, l'usine lança la fabrication d'une série limitée destinée aux essais en troupe. Là encore, les délais furent difficiles à tenir. Les machines arrivèrent tardivement, mais elles furent finalement engagées dans des unités pour une évaluation en conditions réelles. À l'automne 1950, les équipages commencèrent à exploiter ces chars sur le terrain. Les résultats furent clairs. Comparé aux modèles plus anciens et même à certains chars moyens, l'objet 730 offrait une combinaison inédite de puissance de feu et de protection. Les défauts subsistaient, parfois agaçants, parfois sérieux, mais l'impression générale était celle d'un pas décisif vers une nouvelle génération de blindés lourds. Pendant ce temps, à l'ouest, les renseignements militaires captaient des informations fragmentaires. Des rapports faisaient état d'un nouveau char lourd en cours de déploiement. Les images étaient rares, floues, mais suffisantes pour alimenter les scénarios les plus alarmistes. Les analystes multipliaient les estimations, confondaient prototypes et production en série, et renforçaient l'idée d'une menace massive prête à déferler sur l'Europe centrale. À mesure que les modifications s'accumulaient, le char changeait d'indice, comme s'il cherchait encore son identité définitive. Ce n'est qu'à la fin de l'année 1953 que la décision tomba officiellement.
l'objet 730 entrait en service sous une nouvelle désignation. Le T-10 venait de naître, sans nom honorifique, mais déjà chargé d'un poids symbolique immense. L'adoption officielle ne signifiait pas la fin des problèmes, bien au contraire. Une fois le T-10 accepté par l'armée, la réalité industrielle reprit brutalement ses droits. Sur le papier, les chiffres annoncés semblaient impressionnants. Les plans prévoyaient une cadence capable de remplir rapidement les parcs de chars lourds. Dans les ateliers, la situation était tout autre. Les chaînes de montage avançaient lentement, freinées par un manque chronique de composants, des défauts de fabrication récurrents et une surcharge générale de l'industrie soviétique, déjà engagée sur de nombreux autres projets prioritaires. Les premiers exemplaires de série sortirent au compte-gouttes. Chaque char assemblé représentait un défi logistique, une lutte constante contre les retards et les imperfections. Les ingénieurs devaient sans cesse intervenir pour ajuster, corriger, renforcer. Le T-10 n'était pas une machine figée, mais un organisme en évolution permanente. D'une version à l'autre, les modifications s'accumulaient au point que la documentation changeait presque aussi vite que les véhicules eux-mêmes. Malgré cela, les unités commencèrent à recevoir leurs premiers chars lourds. Pour les équipages, c'était une expérience à part. La masse, la hauteur de la tourelle, la sensation de puissance brute donnaient l'impression de commander une forteresse mobile. Le canon de 122 mm imposait le respect, mais rappelait aussi les limites de la conception. Le chargement séparé ralentissait le rythme de tir, obligeant les équipages à privilégier la précision et la coordination plutôt que la cadence effrénée. L'entraînement révéla rapidement les exigences particulières du T-10. La conduite demandait une maîtrise parfaite, la maintenance nécessitait du temps et des équipes qualifiées, et chaque panne immobilisait la machine plus longtemps que prévu. Pourtant, sur le plan tactique, le char remplissait exactement le rôle pour lequel il avait été conçu. Il n'était pas destiné aux manœuvres rapides, mais à l'assaut frontal, à la rupture des lignes adverses, à l'intimidation pure et simple. C'est précisément cette image qui traversa le rideau de fer. Les services de renseignement occidentaux captaient des bribes d'informations, souvent déformées, parfois volontairement exagérées. Des rapports circulaient sur la formation de divisions entières équipées de chars lourds. Les chiffres étaient gonflés, multipliés, interprétés sans recul. Très vite, l'idée s'imposa que l'Union soviétique disposait d'une réserve quasi inépuisable de T-10, prêts à déferler vers l'Ouest. Dans les états-majors de l'OTAN, cette perception influença directement les doctrines. On redessinait des cartes, on renforçait des positions, on calculait des scénarios où des vagues de chars lourds soviétiques écraseraient les défenses en quelques heures. Le T-10 devenait moins un char réel qu'un symbole, une menace abstraite mais omniprésente, nourrie par le secret et le manque d'informations fiables. Pendant ce temps, les concepteurs soviétiques poursuivaient leur travail. Ils savaient que la machine, dans sa forme initiale, avait atteint ses limites. Les combats modernes exigeaient une meilleure précision en mouvement, une capacité accrue à engager des cibles sans s'arrêter. Les premières réflexions sur une modernisation profonde prenaient forme, alors même que la production de la version de base n'avait pas encore atteint son rythme optimal. Cette période marqua un tournant. Le T-10 cessait d'être un simple projet industriel pour devenir un élément central de la stratégie militaire soviétique. Il occupait une place particulière, à mi-chemin entre l'héritage des chars lourds de la guerre passée et l'avenir incertain des blindés du champ de bataille moderne. Son existence même forçait l'adversaire à réagir, à s'adapter, à craindre ce qui pourrait arriver si ces machines étaient un jour engagées en masse. Mais derrière la façade impressionnante, une question commençait à s'imposer, aussi bien chez les militaires que chez les ingénieurs. Ce char, aussi puissant soit-il, pouvait-il réellement évoluer pour rester pertinent dans un monde où la guerre changeait de visage à une vitesse inquiétante ? Au début des années 50, une évidence s'imposait silencieusement aux concepteurs soviétiques. Le T-10, aussi impressionnant soit-il par sa masse et sa protection, ne pouvait plus se contenter de sa configuration initiale. Le champ de bataille moderne exigeait autre chose. Les futurs combats ne seraient pas des affrontements figés où les chars s'arrêtaient pour tirer calmement. La guerre devenait mobile, rapide, imprévisible.
Et dans ces conditions, le plus lourd des blindages ne suffisait plus. Dès avant même l'adoption officielle du char, les ingénieurs travaillaient déjà à son évolution. Leur principal problème était connu de tous. Pour tirer avec précision, le T-10 devait s'immobiliser. Sur terrain parfaitement plat, il pouvait encore engager une cible en mouvement, mais les chances de toucher restaient dérisoires. Avec un stock de munitions limité, cette faiblesse devenait critique. Il fallait transformer le char sans le trahir. Les premières solutions apparurent sous la forme d'un nouveau projet expérimental, connu sous l'indice Objet 267. Ce futur T-10A reçut une innovation décisive, un stabilisateur du canon dans le plan vertical. Pour la première fois, le char lourd soviétique pouvait tirer en mouvement avec une efficacité acceptable. Les essais montrèrent un bond spectaculaire. Là où les versions précédentes peinaient à atteindre leur cible, la précision dépassait désormais la moitié des tirs en déplacement. Pour les stratèges, c'était un changement radical. Le canon de 122 mm fut lui aussi amélioré. Le mécanisme de chargement électromécanique facilitait le travail de l'équipage et augmentait légèrement la cadence de tir. Un système d'évacuation des gaz de poudre fut ajouté afin d'améliorer les conditions de combat à l'intérieur de la tourelle. Autour de ces modifications majeures gravitait toute une série de perfectionnements moins visibles, mais essentiels. Amélioration de la navigation, fiabilisation de l'alimentation électrique, augmentation de la capacité en carburant. Lorsque le T-10A entra officiellement en service, il représentait déjà bien plus qu'une simple amélioration. Il démontrait que le concept du char lourd pouvait encore évoluer et s'adapter aux exigences de la guerre moderne. Mais cette évolution ne s'arrêta pas là. Très vite, une nouvelle étape fut franchie avec la version suivante. Le T-10B introduisit une avancée encore plus ambitieuse, la stabilisation complète de l'armement, non seulement en hauteur, mais aussi en direction. Grâce à un système de conduite de tir plus complexe, la tourelle et le canon pouvaient rester alignés sur la cible malgré les mouvements du char. En théorie, cela plaçait le T-10 au niveau des blindés les plus avancés de son époque. En pratique, les choses se révélèrent plus compliquées. Le nouveau système, sophistiqué et exigeant, se montrait capricieux. Les pannes se multipliaient, les réglages étaient délicats et les équipages devaient composer avec une technologie encore immature. Malgré tout, le T-10B entra en production limitée, car même imparfaite, cette version offrait des capacités inédites pour un char lourd. Pendant que ces améliorations se succédaient, l'image du T-10 continuait de croître à l'ouest. Chaque nouvelle information interceptée renforçait l'idée d'un programme colossal. Les analystes occidentaux confondaient souvent les versions, additionnaient des chiffres provenant de sources différentes et alimentaient une vision déformée de la réalité. Dans leur rapport, le T-10 apparaissait comme une machine omniprésente, prête à surgir sur tous les fronts européens. La version ultime du char allait cependant dépasser toutes les précédentes. Le T-10M incarnait l'aboutissement de plus d'une décennie de corrections, d'expérimentation et de compromis. Son armement principal fut profondément modernisé, sa conduite de tir affinée et l'ensemble du char adapté aux nouvelles exigences opérationnelles. Dans cette configuration, le T-10 atteignait son potentiel maximal. Mais cette montée en puissance s'accompagnait d'un autre problème, bien plus discret et bien plus grave. Chaque version différait sensiblement des autres. Transmissions différentes, systèmes électriques distincts, équipements incompatibles. Pour les unités, cela devenait un cauchemar logistique. Entretenir un parc aussi hétérogène coûtait cher, prenait du temps et immobilisait des ressources considérables. Au sein du commandement blindé soviétique, une réflexion s'engagea. Fallait-il moderniser l'ensemble des chars existants pour les rendre uniformes ou accepter cette diversité en attendant une solution plus radicale? La réponse fut pragmatique. Plutôt que de transformer profondément les machines déjà construites, on décida de préparer l'avenir autrement. Le T-10 restait redoutable, mais le monde autour de lui changeait trop vite. Les chars moyens gagnaient en puissance, les armes anti-chars se perfectionnaient, et l'équilibre entre protection, mobilité et feu devenait de plus en plus délicat. Sans le savoir,
le T-10 approchait du sommet de son évolution, au moment même où le concept du char lourd commençait lentement à s'effacer. Lorsque les versions les plus abouties du T-10 commencèrent enfin à arriver en unité, le contexte stratégique avait déjà changé. Le char lourd soviétique n'était plus seulement un projet industriel ou un objet de modernisation technique. Il devenait un instrument politique, un outil de dissuasion silencieux, déployé là où sa simple présence devait peser sur les décisions de l'adversaire. Les premières formations équipées de T-10 furent déployées dans des unités d'élite. Très vite, il fut décidé de créer des divisions spécifiques de chars lourds dotés d'un nombre impressionnant de véhicules. Sur le papier, ces formations semblaient capables de balayer toute résistance conventionnelle. Dans la réalité, leur rôle était plus subtil. Elles étaient pensées comme une force de rupture, destinée à frapper là où l'ennemi s'y attendait le moins, ou au contraire à tenir des positions clés jusqu'à l'arrivée des forces principales. C'est en Allemagne que le T-10 prit toute sa dimension stratégique. Au cœur de l'Europe divisée, face aux lignes de l'OTAN, ces chars furent déployés avec un niveau de secret rarement atteint. Les équipages opéraient sous des règles strictes. Les déplacements étaient planifiés à l'avance, les itinéraires étudiés dans les moindres détails. Lors des exercices, les mécaniciens et les commandants étaient parfois transportés sur les futurs axes de déploiement afin de mémoriser chaque virage, chaque pente, chaque point de passage critique. La composition même des équipages reflétait cette logique défensive extrême. Dans certaines unités avancées, le char était servi par 3 hommes au lieu de 4. Une fois en position, aucune manœuvre complexe n'était envisagée. Le T-10 devait rester là, canon pointé vers l'ouest, prêt à ouvrir le feu sur des axes prédéfinis. Chaque équipage disposait de cartes de tir détaillées, avec des repères déjà réglés, des distances calculées à l'avance, comme si le combat avait été planifié avant même de commencer. Le niveau de secret entourant le T-10 frôlait l'obsession. Les manuels techniques portaient une classification stricte, inaccessible au public pendant de longues années. Le char n'était jamais exporté, aucun allié n'y avait accès. Il ne participait pas aux démonstrations internationales ni aux conflits périphériques. Là où d'autres blindés soviétiques apparaissaient sur divers théâtres d'opération, le T-10 restait invisible, tapi derrière le rideau de fer. Cette invisibilité ne fit qu'amplifier les fantasmes occidentaux. Les chiffres continuaient de circuler, toujours plus extravagants. Certains rapports évoquaient des milliers de chars lourds prêts à l'assaut. La réalité était bien différente. Le nombre réel de T-10 en service n'atteignait jamais les volumes redoutés par l'OTAN. Mais cette distinction importait peu. Dans une guerre froide dominée par la peur et l'incertitude, la perception comptait autant que les faits. Le seul moment où le T-10 apparut réellement aux yeux du monde fut lors d'un épisode bref mais marquant. En août 1968, les chars lourds soviétiques entrèrent dans Prague dans le cadre de l'opération Danube. Leur silhouette massive avançant dans les rues de la capitale tchécoslovaque frappa les esprits. Ce n'était pas un combat de chars, ni une démonstration de feu, mais un message clair. Le T-10 n'était pas conçu pour des guerres coloniales ou des affrontements locaux. Il incarnait la puissance brute de l'État, capable de s'imposer sans tirer un seul coup de canon. Au fil des années, pourtant, le temps jouait contre lui. Les chars moyens devenaient de plus en plus performants. Les armes anti-chars évoluaient rapidement. Les doctrines militaires se transformaient. Le concept même du char lourd, autrefois symbole de suprématie, commençait à perdre de sa pertinence. Le T-10 restait redoutable, mais son coût d'exploitation, sa complexité et son manque de flexibilité limitaient son avenir. Les unités frontalières furent progressivement dissoutes ou rééquipées. Les chars encore en état de fonctionnement furent transférés vers des régiments d'instruction ou placés en réserve. Dans les grandes bases de stockage, des rangées entières de T-10 furent conservées, entretenues, graissées, prêtes à être réactivées en cas de guerre majeure qui, heureusement, n'eut jamais lieu. À partir du milieu des années 80, la décision fut prise de réduire progressivement le parc. Les machines les plus anciennes furent retirées du service, d'autres envoyées à la démolition. L'époque avait changé. Les nouveaux chars de combat principaux concentraient désormais puissance de feu, mobilité et protection
dans un équilibre que le T-10 ne pouvait plus atteindre sans compromis excessifs. La fin officielle arriva bien plus tard, presque discrètement. Après des décennies passées dans l'ombre, le dernier char lourd soviétique quitta définitivement les listes opérationnelles. Sans bataille décisive, sans charge héroïque, sans l'assaut cataclysmique que tant d'analystes occidentaux avaient redouté pendant des années. Le T-10 n'avait jamais eu à prouver sur le champ de bataille ce dont il était capable. Sa mission avait été différente. Exister, peser, faire douter. Et parfois, dans l'histoire militaire, cela suffit à changer l'équilibre du monde.